Salutations chers disciples d'Avan, et bienvenue dans notre 84e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Que se dresse le chevalier du destin a été diffusé le 2 juillet 2022 et nous révèle les nouveaux pouvoirs de Dai qui lui ont permis de sauver la princesse Leona. Il adapte du début du chapitre 290 jusqu'à la toute fin du chapitre 293, continuant le splendide volume 31 du manga et... Ah, encore cette couverture, mais quel plaisir! Bonjour, ici le staff. L'épisode de cette semaine a été réalisé par une équipe de vétérans. Nous retrouvons Hiroaki Miyamoto qui nous propose encore une fois un rendu très soigné, que ce soit au niveau de son storyboard que de sa réalisation. Nous pouvons noter le style très 90 dans la mise en scène du Doruora, ce qui ravira les nostalgiques. Il semblerait que cette scène soit réalisée par Yasuto Hirohara qui signe sa première apparition sur la série. Il avait surtout travaillé chez David Productions sur du Fire Force ou du JoJo's Bizarre Adventure pour ne citer que. Il a pu également faire ses preuves chez Toei Animation en participant à quelques épisodes de Super Dragon Ball Heroes. La direction de l'animation a été partagée entre deux habitués, nous retrouvons Yoshiyuki Ichikawa pour la partie A et Mamoru Yokota pour la partie B. Comme souvent dans les épisodes de Miyamoto, nous retrouvons quelques super animateurs tels que Ken Otsuka ou Shuichiro Manabe. Pour compléter cette équipe de choc, la supervision est assurée par Hisashi Kagawa. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui nous propose un Dai plus énervé que jamais. C'est parti! L'épisode débute tandis que Leona se retrouve prisonnière des tentacules d'une créature mécanique dotée d'un œil énorme. L'épée de Dai sent le danger et s'ouvre d'elle-même, ce qui est un ajout par rapport au manga. A la base, le jeune héros empoignait immédiatement son épée, et c'est une bonne idée de mise en scène d'avoir ajouté ce plan. Alors qu'il s'apprête à attaquer, des bruits de tambour retentissent et une étrange créature apparaît. Dans cette adaptation, on peut voir que chaque coup sur son tambour provoque des effets de zone violet, ce qui n'était pas présent dans le manga. Dans les cases d'origine de son introduction, on pouvait seulement voir des effets de choc classiques. Lorsque Dai révèle son identité, le monstre semble déjà le connaître. C'est un détail intéressant qui montre combien notre petit héros s'est fait une solide réputation au sein de l'armée du mal. La case du manga nous présentait bien la peur s'installer dans le regard de son adversaire. Le pauvre n'a pas le temps de parler, et Dai l'empoigne avec une incroyable violence. Il le bombarde de questions tandis que la pauvre créature s'étouffe. Le jeune garçon s'en aperçoit et recule net. Dans le manga, on pouvait lire sur son visage qu'il sentait qu'il s'était emballé. Le monstre peut enfin se présenter et se dénomme Goroa le tambourin. Sa fonction est de maintenir le cœur du Vern Palace. Et d'ailleurs, pourquoi Goroa comme nom? Tout simplement parce que Goro Goro est le son du grondement au Japon, comme un battement de tambour. Mais il est bien plus utilisé pour symboliser le grondement du tonnerre, comme avec Ener dans One Piece par exemple, avec son fruit du démon, du Goro Goro no Mi. Ainsi, à la base, ce monstre s'appelle Goroa le Dremoon. Et c'est pour cela qu'il finit la plupart de ses phrases par Moon, afin de faire écho à son nom, Goroa le Dremoon. Cette subtilité a donc complètement disparu dans la localisation française de cette adaptation. C'est bien dommage, car c'est une des caractéristiques majeures du personnage. Son seiyuu n'est autre que Yasuhiro Takato. Il a notamment été la voix de Charnalky dans la première série animée de Hunter x Hunter, Gluttony dans Full Metal Alchemist de 2003, Guldo et Yamu dans Dragon Ball Kai, ou bien encore le principal Nezu dans My Hero Academia. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le design de ce personnage a été créé à l'occasion d'un concours de dessin dans le Weekly Shonen Jump. Ces mêmes concours de dessin où les fans avaient pu créer l'Hyper Zombie de Zaboera ou encore Judge l'arbitre faucheuse. Goroa apprend à Dai que ce réacteur est un être vivant qui alimente le Vern Palace et qui lui permet de voler. Un plan reprend d'ailleurs une des cases du manga dans lequel on pouvait le voir distribuer l'énergie de l'empereur au sein du palais. La direction artistique qui était des plus mystérieuses, avec le regard du dieu du mal caché par les ombrages. Vern explique qu'à cause du Minacator, le réacteur ne peut plus consommer sa magie, et il est donc tiraillé par la faim. Mais Dai ne comprend pas pourquoi Leona était prise comme cible, mais il trouve rapidement une explication. Un zoom sur ses yeux nous présente sa déduction. Dans le manga, une vue de côté était utilisée avec une case présentant une des plumes de Maître Avan. La sinistre machine vivante a été attirée par la magie émise par ces objets chargés en magie. Ici, on les voit bien accrochés à la tenue de la pauvre Leona, alors qu'à l'origine, on ne pouvait pas les voir sur les différentes planches portant sur la jeune fille. Il s'agit donc d'une modification bienvenue, permettant de mieux comprendre ce qu'il se passe. Alors qu'il tente de secourir la princesse, Gomé est aussi empoigné par des tentacules. C'en est trop pour Dai qui décide d'attaquer. Mais Goroa le supplie de ne pas détruire le réacteur qui finirait par exploser. Le monstre fait d'ailleurs son possible pour calmer la créature grâce à son tambour. Il explique que son pouvoir est de pouvoir créer des ondes de gravité, ce qui est une nouvelle fois représenté par des ondes violettes, comme le sort Béthane. Dans le manga, ces ondes n'étaient toujours pas représentées à ce moment-là, ce qui rendait les explications du personnage plus anecdotiques. Goroa explique d'ailleurs que s'il arrête d'utiliser son tambour, Leona sera avalée et mourra à coup sûr. Le monstre est bien repris dans ce passage, tandis qu'il explique tranquillement la situation les yeux fermés. La musique utilise des orgues pour marquer la fatalité du moment, et un gros plan sur le visage de Dai nous propulse dans sa détresse. Le jeune garçon fonce sur la machine qui focalise son attention sur son nouvel adversaire.
Dans le manga, le mouvement de l'œil était symbolisé juste par un petit clic pour nous montrer sa concentration. Malheureusement, le réacteur est protégé par un champ de protection et Dai ne peut plus avancer. L'effet de la barrière est bien réalisé et semi-transparent, on voit à travers. Alors que dans les cases originales, le halo du champ de protection était plus appuyé et semblait entièrement blanc. Notre petit héros ne lâchait pas l'affaire et on pouvait sentir toute sa détermination dans son regard. Cette adaptation animée n'est pas en reste et nous présente le jeune héros enchaîner les coups d'épée avec une animation élégante. Goroa prend conscience de la puissance du héros et se demande s'il ne va pas finir par détruire le réacteur. Comme souvent dans le manga, cette introspection était faite sous un fond noir et on pouvait bien lire dans son regard l'inquiétude de la créature. Il semble pourtant avoir trouvé une bonne idée. Ici, il dispose d'un zoom appuyé sur son visage. La case originale était un peu plus éloignée et accompagnée d'un arrière-plan gris. Sa satisfaction était palpable avec son sourire de bonnet. Dai continue d'enchaîner les attaques et s'essaie à la magie mais sans succès. L'épisode nous présente alors son introspection avec un changement de colorimétrie. Le passage fait aussi complètement disparaître les décors. Ce type de mise en scène respecte à la lettre les intentions de base où les fonds noirs sont souvent utilisés quand les personnages réfléchissent. Notre héros prépare un avance trash et nous sommes vraiment régalés par des plans de toute beauté. La pose est respectée et le visage du héros est magnifique. La page d'origine était tout aussi belle avec un arrière-plan de vitesse derrière la figure de Dai. L'adaptation reprend donc très bien le dynamisme de ce passage. Malheureusement pour notre héros, il est pris pour cible avant de pouvoir attaquer. Un effet de gravité le traverse tandis qu'il s'écroule sur le sol. Ici, l'effet semble le traverser horizontalement, alors que dans le manga, l'effet était clairement vertical. On pouvait aussi sentir le poids de l'attaque avec un effet incroyable sur les yeux du héros. Les compétences de Goroa ont donc une représentation différente dans cette adaptation. A la base, on avait plutôt la sensation d'un sort localisé comme Bethan, mais ici il s'agit plutôt d'un sort de zone par vague. Dai est incapable de bouger, et la princesse est encore au proie de tentacules qui l'enferment dans une prison vivante. Yamete! C'est là-dessus que se terminait le chapitre 290 du manga, avec un Dai incapable d'aider sa protégée. Le plan de la prison sphère reprend à la perfection celui du manga, avec l'œil en arrière-plan. L'effet de gravité s'intensifie sur Dai, et il fait vibrer son insigne sans succès. La direction du passage est intense, et on sent combien il est difficile de combattre un tel pouvoir. Et Goroa voit l'épée de Dai au sol, et semble lui venir une idée. Évidemment, on devine rapidement ce qu'il a dans la tête. A ce sujet, un petit passage du manga a été supprimé. Le Dromoon se rappelait d'une vieille fable des enfers dans laquelle un héros invincible avait été vaincu par sa propre lame. D'ailleurs, le design du héros faisait furieusement penser à certains artworks de Dragon Quest 1. La créature s'empare de l'épée de Dai et s'apprête à le tuer avec. Vern assiste à la situation et semble se préparer à voir son ennemi être vaincu par l'un de ses sous-fifres. Quelle fin pitoyable pour un héros. Mais au final, il se dit que rien n'est joué. Dans le manga, une case nous présentait un flashback avec Killvern en arrière-plan, qui rappelait les capacités d'évolution de Dai. Notre jeune héros donne tout, mais il ne peut rien faire pour se lever. Il pleure tandis que ses larmes s'évaporent au contact de son insigne. Cela reprend la direction d'origine, dans laquelle le désespoir du héros était à son apogée. Est-ce là tout ce dont un chevalier dragon est capable? L'épisode nous présente un superbe plan de son insigne entouré des larmes de Dai. La page du manga est exceptionnelle, avec Vern en arrière-plan rappelant le destin des femmes des chevaliers dragons. Un plan de côté nous présentait le désespoir de Dai, à genoux devant son adversaire. Goroa s'apprête à tuer Dai, mais soudain, alors que tout semble terminé, le temps s'arrête avec un zoom sur l'œil de notre petit héros. Les couleurs s'inversent pour marquer cet effet, exactement comme dans la case originale. Dai se retrouve au moment où sa mère a été tuée en protégeant Baran. Ce passage marquant était présenté sur 2 pages dans le manga, avec un ciel noir pour marquer ses souvenirs. Et le jeune chevalier dragon se retrouve alors dans les nuages. Le décor rappelle celui dans lequel il avait été lorsqu'il avait rencontré Mother Dragon. Une douce musique nous accompagne, et Baran apparaît devant son fils. Il doit rompre avec la triste destinée des chevaliers dragons, et se relever. Il n'est pas qu'un simple chevalier dragon, il dispose aussi de l'âme de son père. La musique Resonance of the Dragon Crest retentit, et notre héros se rappelle de son premier réveil au pouvoir de son insigne. La mélodie nous emporte, tandis qu'un second insigne de chevalier dragon apparaît sur sa main gauche. Goroa est propulsé contre le mur, et nous pouvons lire sa réaction hallucinée dans ses yeux. Le passage du manga était incroyable, avec un flashback avec Leona et un zoom sur l'œil de Dai. Le héros se relève en utilisant un insigne sur chacune de ses mains. La mise en scène est dynamique et efficace, et le plan de face reprend magistralement la case de base. C'est là-dessus que se terminait le fameux chapitre 291 du manga. Mais certains resteront peut-être sur leur faim. On aurait peut-être aimé voir la reprise à l'identique de la dernière case de ce chapitre, les 2 points levés. Et oui, si on chipote pas de temps en temps, c'est pas vraiment nous. Mais bon, on n'en est pas là à dire de boire une tisane. Les 2 insignes brillent de 1000 feux et Dai a une classe folle. Même Vern en a les pupilles dilatées tant la situation est inédite dans l'histoire du monde. La case du petit héros était à ce moment-là magnifique, avec des effets de lumière et une sensation de puissance impressionnante.
Un flashback rappelle à Dai la mort de son père et l'effet de transmission qui avait eu lieu à ce moment. D'ailleurs, comme on l'avait indiqué dans notre review de l'épisode 56, cette sensation de transmission était graphiquement bien plus marquée dans le manga. La page de l'œuvre originale nous rappelle ce passage, et cet effet graphique prend à présent tout son sens. Baran n'a jamais quitté Dai, il a toujours été à ses côtés, même après sa mort. La musique nous régale, et l'héroïsme du héros nous en met plein les yeux. De son côté, Vern comprend également qu'il s'agit de l'insigne de Baran, mais dans le manga, il donnait encore plus d'explications. Quand un chevalier dragon meurt, son insigne est transféré au nouvel engendré par Mother Dragon. Mais comme cette dernière est morte, et que Dai disposait déjà d'un insigne, il a peu hérité du pouvoir de son père. Et oui, ce power-up est tout à fait cohérent, et c'est bien la beauté de la plume du scénario de Riku Sanjo. Dai fait exploser son Dragon Ikora, et dans le manga ce passage faisait furieusement penser à du Dragon Ball, avec l'aura entourant son corps. Le jeune garçon utilise alors la technique signature de son père, le Monshōsen. La barrière craque sous cette attaque, et ses effets de lumière sont savoureux. La marque des insignes encore brûlante est aussi un régal. C'est encore plus impressionnant que dans le manga, dans lesquels l'effet de chaleur était moins palpable. Sans aucun doute, Dai n'est plus du tout le même à présent. Goroa tente pourtant sa chance, mais Dai arrête à main nue sa propre épée, ce qui fera furieusement penser au combat de Trunks face au roi Cold dans Dragon Ball Z. Son regard change complètement et ressemble à celui d'une bête sauvage. Il reprend à la perfection cette sensation d'oppression présente dans la case originale. Ce plan est probablement l'un des grands moments de l'épisode. Dai envoie balader la pauvre créature et l'effet de choc est parfaitement exécuté. La case originale utilisait des effets de vitesse et de lumière pour marquer la violence du coup. Le jeune homme continue d'avancer vers sa proie, comme s'il était assoiffé de sang. Dans le manga, une case nous présentait le regard vide du héros, mais la direction artistique le rend encore plus effrayant dans cette adaptation. C'est la première fois que Dai semble aussi impitoyable contre un adversaire dans le coma. Bravo à l'équipe responsable de cet épisode, ce passage est une vraie réussite. Bien qu'il ait été grisé par sa propre puissance, le jeune garçon arrive à se reprendre. Il concentre son aura et fonce tête baissée contre le réacteur vivant. L'animation est splendide et la musique nous accompagne dans cet élan de bravoure. La créature envoie ses tentacules sur l'héros, mais n'ont aucun effet sur lui. La scène est impressionnante, mais elle était peut-être encore un peu plus lisible dans le manga. On pouvait y voir les tentacules être littéralement détruites au contact de l'aura de Dai. On peut alors voir le reflet de notre héros dans l'œil géant, ce qui reprend parfaitement la direction artistique de base. Le manga nous proposait toutefois une case présentant le mouvement du héros pour en terminer. Cela aurait pu être repris ici. Ici, on se contente d'un rayon de lumière. Le résultat reste très impressionnant, et le coup est tellement puissant qu'il traverse le palais. Même Vern semble impressionné par la nouvelle puissance de son futur adversaire. Et le manga nous régalait d'une magnifique double page pour illustrer ce finish. L'adaptation a fait un très bon travail, et on peut remercier Yuki Hayashi pour la bande originale qui nous a très bien accompagnés ici. Dai rengaine avec élégance son épée, avec un beau travail sur la luminosité. Mais quelle classe, même Trunks est jaloux. L'empereur du mal se rappelle une nouvelle fois des prédictions de la faucheuse. Décidément, il aurait peut-être dû prendre Dai plus au sérieux. Et quelques cases de l'œuvre originale ont disparu pour notre plus grand malheur. A la base, nous avions par exemple une case qui présentait Dai avec ses deux insignes après qu'il ait rengainé son épée. Dommage de ne pas l'avoir repris, c'était la grande classe. De plus, on pouvait aussi voir les insignes disparaître petit à petit, et Dai reprenait conscience de l'état de Leona. Il est dommage d'avoir supprimé ce passage, cela montrait combien la nouvelle puissance de Dai pouvait lui faire temporairement oublier le plus important. La prison de tentacules est en bien mauvais état, et c'est là-dessus que se terminait le chapitre 292 du manga. La princesse était-elle encore vivante dans cette boule de merdasse? Notre petit héros arrive à extirper Leona, et heureusement, elle est encore en vie. Une belle lueur l'entoure, comme un champ de protection. Dans le manga, ce passage était un prétexte pour un plan culotte, qui a évidemment été supprimé dans cette adaptation. La princesse se réveille et constate l'étendue des dégâts sur ses vêtements et ses bijoux. Alors qu'elle se demande comment elle peut être encore vivante, son visage change et rougit. Cela reprend avec fidélité les traits présentés dans le manga. La princesse semblait d'ailleurs bien gênée quand elle demandait à Dai de se retourner. Sa réaction était encore plus appuyée quand elle pressait Dai de s'exécuter. On pouvait voir des crocs à la place des dents, c'était assez amusant. Ici, le visage est moins marqué, mais cela reste comique. Leona cherche dans sa tunique et y trouve Gomé qui a rétréci. Le décolleté a d'ailleurs été supprimé. A la base, on pouvait voir un aperçu de la poitrine de la jeune femme, ce qui a été censuré ici. Normal, elle a 14 ans. On a dit Yamete. Bon, cela ne change évidemment rien à l'intrigue et au sort de notre Golden Metal Slime. Dai ne comprend pas où la princesse a pu la trouver, et Leona lui hurle dessus. Pauvre Dai, tu dois vraiment rien y comprendre, t'as vraiment pas l'âge. Nous sommes alors enveloppés par une douce mélodie, tandis que la princesse émunère l'aide que Gomé a déjà apportée par le passé. L'ambiance y est mystérieuse et apaisante, et très bien appropriée pour parler de la nature de notre petit gluant.
La princesse le trouve encore plus mignon comme cela et embrasse la petite créature. Dans le manga, le petit bisou était bien plus appuyé par un petit cœur et un doux arrière-plan. Léona replace donc Gomé dans son décolleté, et Dai a le malheur de regarder. La sentence est immédiate, une belle bosse sur le crâne. La direction est très fidèle et reprend le côté humoristique du passage, ainsi que les petites étoiles pour symboliser le coup sur la tête. Pourtant l'heure n'est pas à la rigolade, Goroa est toujours vivant et offre sa puissance magique au réacteur. L'adaptation présente bien comment le réacteur entre dans le corps de Drum et rend le passage plus intéressant. Contre toute attente, Vern intervient et ordonne à Goroa d'arrêter de provoquer Dai. Après tout, c'est à cause de lui que le héros vient de prendre un power-up inattendu, inutile d'en rajouter. Mais Goroa ne peut plus reculer et désobéit. Les tentacules foncent sur Dai avec une animation qui nous en met plein les yeux. Les insignes de Dai brillent de mille feux et Léona s'aperçoit que Dai dispose de 2 insignes. Le héros joint les mains vers le ciel avec élégance et concentre son aura. Cette pose, Dai aurait-il l'intention de réaliser l'attaque ultime des Chevaliers Dragons ? Vern et Léona semblent également comprendre ce qui va se passer. Le manga marquait la réaction de Vern, et il était impressionnant de lire l'incrédulité sur son visage. La musique s'envole, et des frissons nous parcourent le corps. Dai confirme qu'il va exécuter le sort le plus puissant des Chevaliers Dragons. L'adaptation nous présente alors le corps de Baran transformé en draconien derrière lui. C'est parti ! Dai utilise le Dorohara et balance une vague déferlante. Le résultat est satisfaisant. Toutefois, on pourra regretter que la planche de base n'ait pas été utilisée. Les effets de lumière sur le petit héros étaient formidables, et il s'agit sans aucun doute d'une des planches les plus impressionnantes du volume 31, et peut-être même du manga. Cependant, l'équipe se rattrape vite en reprenant la planche dans laquelle Dai et Baran se retrouvent côte à côte pour exécuter cette attaque. Et vous vous en doutez, on va faire la comparaison. Eh oui, comment ne pas penser à cette sublime planche iconique de Dragon Ball avec le Kamehameha Père-Fils contre Cell, juste sublime. La reprise est splendide. Il est toutefois dommage que le plan ait été vite expédié. Quelques secondes d'affichage n'auraient pas été de trop pour apprécier le résultat. La double page originale donnait une sensation de puissance incroyable et les effets de lumière étaient splendides. Cette sensation de puissance est maintenue, avec un pauvre Goroa disparaissant dans une lumière aveuglante. L'épisode se termine tandis que le sort vaporise littéralement la partie supérieure de la tour de l'hégémonie. Et le chapitre 293 du manga se terminait au même moment, avec un effet de destruction particulièrement impressionnant, ainsi qu'un Vern visiblement sous le choc. La Toei nous régale encore une fois et nous a présenté un très bon épisode. Graphiquement, le résultat est très solide et les traits des personnages sont aussi esthétiques que fidèles. Plusieurs ajustements ont été réalisés, comme l'effet du pouvoir de Goroa qui semble davantage être un sort de zone plutôt qu'un sort localisé. Des vagues violettes représentant ses capacités semblent logiques, étant donné qu'elles se déploient en même temps que le son. Les connaisseurs seront probablement surpris par la localisation qui a totalement supprimé le tic verbal du Drum, qui finissait toujours ses phrases par Moon. Ainsi, même si on l'entend évidemment à l'oreille, cette caractéristique du personnage n'apparaît à aucun moment dans les sous-titres. Ça ne retire évidemment rien à la mise en scène générale de l'épisode, qui nous a proposé d'excellents moments, comme le désespoir de Dai, le flashback de la mort de sa mère, ou bien encore l'apparition de son père Baran. Le power-up de Dai est impressionnant et reste pourtant logique par rapport au lore créé par Riku Sanjo. Ainsi, le transfert de la puissance de Baran vers son fils a été bien préparé, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Le gros point fort de l'épisode restera la mise en scène et le regard de bête sauvage de Dai. Rarement le héros n'aura semblé aussi dangereux et sans pitié, et l'équipe a fait un travail incroyable lors de ce passage. Nous espérons que cette direction sera reprise dans les épisodes à venir, mais nous n'en dirons évidemment pas plus. L'humour de certains passages a été également bien conservé, et quelques censures autour de Léona n'enlèvent rien aux moments les plus légers de l'épisode. Enfin, Dai a finalement utilisé le Dorohara, et cette scène divisera peut-être les fans de la première heure. Qu'on se le dise, le résultat est très bon, notamment grâce aux musiques de Yuki Hayashi. Le plan père-fils est aussi d'excellente facture. Toutefois, la scène aura du mal à soutenir la comparaison avec l'œuvre originale, qui proposait une planche incroyable de Dai exécutant cette attaque pour la première fois. Cela rappellera donc peut-être le sort réservé au premier Medora, qui disposait d'effets de lumière et d'un plan de face incroyable dans le manga, mais qui n'avait pas repris la planche d'origine. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 84 ? Dites-le nous. Cette 84e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.